Bonjour, notre Luxury Story nous amène aujourd'hui du côté de Nantes, en Loire-Atlantique, à la rencontre d'une artiste contemporaine, plasticienne, peintre, photographe, peut-être aussi d'abord et avant tout architecte. On aura l'occasion d'y revenir. Vous êtes formé donc à l'architecture et à l'art, en ayant notamment comme professeur Yvan Messac, bien connu, lorsque vous étiez en école d'architecture. Bonjour Pascal Morello-Palu. Bonjour monsieur Icon. Alors, tout Ravi de vous commence. recevoir dans l'atelier. Eh bien, moi aussi, ravi de venir vous rencontrer, de venir à votre rencontre. Alors, tout commence, je crois, avec les murs. Oui. Une histoire d'architecte ? Une histoire d'architecte et pas seulement. Une histoire de verticalité, de présence de l'homme dans la nature. Nous, on est verticaux. Et dès que l'homme est présent quelque part, il construit des choses verticales pour s'abriter. Donc ça, c'est le point de départ de mon travail sur les murs. Comme une trace de l'humanité ? Une trace de l'humanité. Et d'ailleurs, les premiers murs que j'ai faits, c'était après un grand voyage à Rome, sur lequel j'ai recherché sur les enduits les traces du passé. Et je me suis inspirée de toute cette profondeur qu'il y a dans les enduits et dans les traces effacées, les choses qui réapparaissent, qui sont en dessous. C'était ma première série, qui était les murs sauvages, où en fait j'allais rechercher en sous-face de ce que je peignais des choses plus anciennes que j'avais peintes. Puis ensuite ça a évolué, j'ai travaillé sur les murs en tant que masse, pas seulement en tant que surface. Et puis, petit à petit, ça s'est construit. Un coup, je revenais sur la peau des murs. Un coup, je cherchais ce qui était à l'arrière des murs, à travers le passe-muraille, par exemple. C'est quelque chose qui m'avait... C'est un texte... Petite, c'est ça ? Voilà, très petite, qui me fascinait. Un texte fondateur ? Mais qui, oui, un texte fondateur, et qui me fascine toujours autant, parce que bien sûr que dès qu'il y a un mur, je rêve soit de passer par-dessus pour voir ce qui est derrière, soit de le traverser pour aller de l'autre côté. Et c'est aussi ça le propre des murs qui m'intéresse, c'est que les murs, ça enferme. Dès qu'on est dans des murs pour se protéger, c'est bien naturel, on y est aussi enfermé et on a envie d'en sortir. Et je donc, pense à Jean-Charles Blay qui, justement, lui, oui. aime enlever Oui. des affiches sur les murs hein, pour voir ce qui se cache derrière. Vous, ce serait un peu ça, sauf que votre matière serait le mur uniquement. Le mur en lui-même, exactement. Et alors, il y a une série qui s'appelle donc les murs troués, sur lesquels je montre comment, derrière une masse, on peut apercevoir autre chose. Et donc, ce thème des murs, il m'a duré plus de 30 ans, parce que j'ai commencé en 87-90. Et je l'ai... À une époque où vous présidiez également votre entreprise d'architecte. Exactement. Quand j'ai fini mes Double vie. études, j'ai ouvert immédiatement mon agence d'architecture après un court passage chez Jean-Michel Villemotte. Et en même temps, je travaillais la peinture. Donc à mes heures perdues, comme tu m'as dit tout à l'heure, mais non en fait. C'est pas perdu pour nous en tout cas. Pas perdu pour moi. Alors bon, prenons un petit exemple parce qu'on aime bien raconter un petit peu les histoires de création. Racontez-nous un peu la technique que vous allez employer, par exemple, pour arriver à ce résultat. Alors, donc on s'imagine un mur. Celui-là, il fait référence un petit peu aux années pop art et aux années américaines. Parce que je l'ai travaillé avec des superpositions, comme toujours, en allant chercher en dessous des traces que j'avais faites préalablement. Les couleurs du velvet aussi. Et voilà, exactement. Et ensuite, j'ai recouvert par-dessus, plus ou moins transparent. Celle-ci, par exemple, c'est une teinte complètement opaque, donc il faut que je gratte pour aller rechercher les couleurs bleues, orange, jaune, qui sont dessous. Et d'autres, pour finir, qui sont complètement transparentes et que je ramène pour créer des superpositions de matière.
de l'opaque, du transparent, mais toujours quelque chose qui est derrière. Et Donc, celle-ci, elle est très raide. toujours cette idée de gratter Ouais. le mur pour Oui. justement donner Ce qui est dessous. cette impression de temps qui est passé sur l'œuvre. Exactement. Exactement. Le temps est important aussi dans mon travail. D'ailleurs, sur la série actuelle, je fais plusieurs mois sur les toiles de façon à continuer et garder ce qui est en dessous avec une multitude de couches. On y reviendra tout à l'heure. D'accord ? Oui, on y reviendra tout à l'heure. Alors, Ok. la symbolique du mur, pour vous, ce serait aussi quoi ? Oh, c'est uniquement la présence de l'homme dans la nature et pour moi c'est aussi quelque chose d'intérieur. Le mur c'est l'obstacle et peut-être quand on a eu plein d'obstacles à dépasser dans sa vie, c'est important de parler de cette manière-là. Donc pour moi c'est ça la symbolique du mur, c'est tous les obstacles que j'ai eu à franchir. Et c'est peut-être pour ça que c'est une façon très personnelle d'interpréter les murs dans ma peinture. L'écroulement du mur aussi ? L'écroulement du mur, le mur qui... Oui, les écroulements de mur, j'ai sur une série, alors j'en ai pas là dans l'atelier, ils sont dans les stocks, il y a toute une série où je montre des anciens murs qui s'écroulent dans la mer ou dans des paysages de désert. Et on ne sait pas si en fait ils jaillissent ou s'ils sont en train de s'écrouler. Et ça m'intéressait bien de questionner les gens qui regardaient et de voir ceux qui l'interprétaient comme un écroulement ou ceux qui l'interprètent comme un jaillissement. Alors justement, si on était sur cette idée de jaillissement, si on prend par exemple des murs qui se sont effondrés, je pense par exemple à Pompéi, sous les jaillissements justement de la lave, est-ce que c'est aussi un sujet qui peut vous inspirer dans des séries ? Absolument. C'est comme pour Rome, Pompéi m'a beaucoup inspiré, absolument. Et toutes les ruines, bien sûr. Oui. D'accord. D'autant qu'à Pompéi, les traces du passé sont là extrêmement présentes visuellement sur les murs. Bien sûr. Vous êtes une passionnée d'Asie, je crois. Ah oui. Est-ce que les murs ont de belles histoires à raconter là-bas ? Alors aussi ? évidemment, oui, j'ai fait une grande exposition dans j'ai eu 600 mètres carrés pour moi toute seule, c'était absolument formidable à Shanghai. Et j'ai eu un discours à faire et à la fin du discours, c'était peut-être un peu démagogue, mais j'ai parlé de la Grande Muraille de Chine en disant que c'est le seul mur qu'on peut voir depuis l'espace sur la Terre et qu'évidemment les Chinois comprendraient forcément mon attrait pour les murs. Donc oui, je suis fascinée par la Grande Muraille de Chine, absolument fascinée par ce travail gigantesque et en tant qu'architecte, et aussi du point de vue du résultat dans le paysage. D'ailleurs, à un moment, j'ai fait un travail sur les murs frontières qui voulait montrer, vu de haut, ce qu'un mur pouvait faire en séparant deux espaces. L'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est, par exemple ? Oui, et aussi les murs construits partout en ce moment pour éviter l'arrivée des migrants dans tous les pays. Ça me catastrophe. Et donc, je voulais parler de ça aussi. Alors vous êtes une passionnée du Tibet aussi, je crois. Oui. Le Tibet, entre la Chine et le Tibet, une forme de mur aussi un envahissement tel qu'il n'y a plus de mur, parce que les Chinois sont là partout, avec les chars, et très très présents. Ils écrasent complètement cette société. Ils n'en gardent que les choses qui peuvent avoir une valeur touristique pour faire venir du monde. Mais pour le reste, tout le mode de vie est complètement écrasé par le mode de vie chinois. Sinon, ce qui m'intéresse dans l'Asie, c'est aussi un travail que j'ai eu beaucoup de mal à mettre en œuvre. C'est que je suis un peu Madame Plus dans tout ce que je fais. Et je fais beaucoup de choses. Et en Asie, j'ai appris en lisant les propos sur la peinture du moine Citrouille Amère et toutes ces théories philosophiques de la peinture, j'ai appris à travailler le vide et le plein. Et ça m'a beaucoup servi dans des séries qui se sont développées ensuite. Par exemple, au moment du deuil, les séries que j'ai faites sur les murs, mais où j'ai travaillé beaucoup
plus le vide que le plein. Voilà. Donc, dépouiller le mur. Dépouiller les murs. Oui, on a ça sur celle-ci par exemple. Donc Dépouiller les murs pour ne plus c'était là garder un exemple de cette série sur le deuil, c'est ça? Oui, et celle-ci Donc, aussi. la perte d'un être cher. Oui, absolument. Qui a donné lieu à un roman salué aussi d'ailleurs par Amélie Nothomb. Oui, j'ai écrit un livre pour raconter en diptyque la vie à deux pendant 40 ans. Et Amélie Nothomb a adoré ce livre et a eu la gentillesse de créer un bandeau spécial pour ce livre. Oui. La courte échelle. Ça s'appelle La courte échelle. Très bien. Alors j'ai envie de revenir aussi au format. Les triptyques aussi sont un format sur lequel vous aimez particulièrement travailler? Oui, j'aime le triptyque parce que ça permet de faire de grands formats sans avoir la contrainte du transport des grands formats, en restant complètement autonome, ce qui est toujours mon plus grand souhait dans la vie, d'être complètement autonome. Mais c'est pas pour ça que je suis venue au triptyque en fait, c'est parce que je suis très intéressée à travailler 3 toiles les unes en relation avec les autres, plutôt qu'un seul grand format sur un seul sujet. Et même sur mes grands formats aujourd'hui, ou sur la dernière série, je reprends sur les toiles, même une toile d'1 mètre par 1 mètre, je reprends 3 zones. Et je trouve que c'est intéressant de voir 3 zones qui se répondent et comment ça peut s'articuler autour d'un centre. Alors justement, vous commencez par la partie centrale ou... Non, tout en même temps. Tout en même temps? Oui, tout en même temps parce qu'en dessous, il y a des choses qui sont communes à tout. Et qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on ressent quand même. Il y a des grands gestes qui traversent tout. Il y a des zones qui sont communes. Et c'est après que je différencie. Donc comme si on faisait un travail de préparation presque similaire sur les 3 parties du diptyque. C'est ce que je fais. D'accord. Et après je les sépare et je les travaille en relation les unes avec les autres. Mais en travaillant avec le triptyque les uns à côté des autres ou un par un? Un par un et les uns à côté des autres parce que en fait il y a toute une phase qui est de lâcher sur lesquelles je peux travailler sur chacune puisque le fond les unifie et après je suis obligée de les regarder les 3 en même temps et de fignoler sur les 3 en même temps, sinon ça ne marcherait pas. Parce que vous travaillez beaucoup à plat. À plat et à la fin justement en vertical. En vertical. C'est à la fin que j'arrive à voir les détails qui vont permettre de raccorder l'ensemble et de créer une homogénéité. Oui. Sinon, je démarre à plat, toujours à plat. D'accord. Des grands gestes. Très bien. Alors, fascination des murs, fascination des verticalités. Vous êtes actuellement sur une nouvelle série. Oui. Qui casse un peu, j'ai envie de dire, les murs habituels auxquels on est habitué. Si on en parlait? Oui, merci. On y va. Alors oui, cette série, je l'ai appelée Sérénité parce que autant les murs pouvaient faire référence symboliquement pour moi à des obstacles que j'avais vécus et dépassés dans ma vie, autant à un moment, le calme est arrivé et je me suis plus rapprochée de la nature et moins de mon intériorité de souffrance, on va dire. Et l'inspiration de la nature, eh bien, elle me donne des gestes qui sont complètement différents, qui sont moins verticaux, qui sont plus fluides, même si les courbes arrivent un petit peu dedans, ce que je n'avais jamais travaillé jusqu'à présent. Et aussi la couleur est plus lumineuse, plus dans les jaunes. Toute cette série, elle est axée sur les jaunes. Est-ce que le mur peut devenir un peu comme une forme de cocon, voire coton, peut-être parfois? Non.
Non, c'était pas du tout un cocon, pas du tout. Les choses qui pouvaient être des cocons, c'est des choses plus moins dures à travailler, des choses plus légères, comme par exemple les monotypes. J'ai fait beaucoup de monotypes. Enfin, j'adore les monotypes. Et j'ai un livre qui est sorti uniquement sur les monotypes. C'est la galerie Area, les éditions Area, qui ont édité ce livre. Et c'est des montages de monotypes. Et là, c'est beaucoup plus léger pour moi parce que j'en fais énormément, les uns derrière les autres, sur une journée. Et après, je sélectionne ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je mets de côté pour déchirer, prendre des morceaux et m'en resservir dans des collages. Parce que je fais aussi pas mal de collages. Voilà, donc ça c'est plutôt... Un peu comme une double vie, une forme de refuge dans une autre forme voilà, c'est ça. De création. Puis une inspiration qui revient, un ressourcement avec les monotypes. Oui. D'accord. Oui. Bon, je reviens à ma question, je parlais des murs comme cocon, puisque d'une certaine façon, la redécouverte d'une forme peut-être de la simplicité d'un bonheur peut s'exprimer au travers d'un mur qui enserre ce bonheur. Ça pourrait. Et d'ailleurs, mais non, je le vois plutôt comme une ouverture vers la nature. Comme une ouverture vers la nature. Pas du tout comme un enfermement, pas du tout. Au contraire, c'est une réouverture sur l'extérieur et sur la nature. Alors, on retrouve quand même, si on s'approche, on a l'impression de retrouver de façon peut-être un peu plus discrète, subtile, j'espère, cette idée de verticalité. Oui, je garde quand même des gestes verticaux et je sépare aussi en 3 parties. Plusieurs parties qui se répondent ensemble et j'essaye effectivement de faire toujours 3 zones sur lesquelles il peut y avoir des teintes différentes. Ces 3 zones, j'essaye de les relier. Voilà. On peut parler de triptyque comme signature, y compris sur une simple toile. Finalement, oui. C'est ce que je maintiens. Ça m'intéresse, le triptyque m'intéresse parce que les 3 points doivent se répondre. Il y a des choses qui doivent se répondre entre eux et ça me permet de trouver un équilibre et une verticalité. Ouais. Quelques mots sur la couleur. Oui. En général, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, j'ai un code couleur, en fait, que j'utilise. Me semble-t-il. Ouais, voilà. Bon, donc, on avait parlé tout à l'heure du pop art et donc de la pochette de Warhol pour les Velvet, avec la fameuse banane. D'autres couleurs, peut-être? Alors, en fait, les couleurs sont pour moi complètement liées à des sensations et à ce que je ressens, les émotions. Pour moi, les émotions sont en couleur. Et je définis très précisément des teintes en fonction des émotions que je ressens. Et donc, sur cette dernière série, tout va plus vers le jaune. Il y a du jaune partout dans cette série-là. Il y en a dans les fonds et il y en a qui réapparaît par-dessus d'une manière systématique. Donc, l'émotion du jaune, pour vous, c'est quoi? C'est la luminosité, c'est l'extérieur. C'est ça, c'est le soleil, c'est l'extérieur. Alors que des couleurs plus intériorisées, c'est peut-être des rouges, les bleus, par exemple. Les bleus sont des couleurs beaucoup plus intériorisées pour moi et j'en utilise pas du tout dans cette série-là. Ouais. Très bien. Vos actualités du moment? Alors, l'année... Bien sûr, cette nouvelle série. Oui. Alors, cette année, bientôt. Au mois de mars, une exposition collective avec un de mes maîtres, Daniel Lacombe, et des amis qui ont travaillé avec lui. Vous aviez fait des résidences avec lui, je crois. Hein? Exactement. Et on se retrouve, un petit groupe de 10, au Bastille Design Center pour montrer une période de travail faite avec Daniel Lacombe, que je remercie toujours de tout ce qu'il a pu me donner. Voilà, très généreux
dans la transmission. Et puis ensuite, juin, juillet, août, on me retrouve à Saint-Amour, qui ont une galerie, et j'ai une exposition personnelle pendant ces 3 mois-là à Saint-Amour. Voilà pour l'année 2025. Très bien. Merci Pascal Morello-Palu. Merci Monsieur Icon.